Chapitre 22. La drôle de guerre. Pendant les 9 premières années du siège de Troie, aucun événement militaire décisif ne se produisit. À l'abri de leurs remparts, les Troyens narguaient les Grecs. De temps à autre, Hector faisait une sortie à la tête de ses troupes. Des combats se déroulaient dans la plaine, causant des morts dans les deux camps. On proclamait alors une trêve de quelques jours, pour pouvoir ramasser les cadavres et les brûler sur des bûchers, en leur rendant les honneurs funèbres. Car les Grecs et les Troyens croyaient encore que l'âme des guerriers défunts ne pouvait rejoindre les enfers que si leur corps avait été brûlé au cours d'une cérémonie religieuse. À l'occasion de ces trêves, des concours sportifs étaient organisés, dans lesquels se mesuraient pacifiquement les champions des deux camps, en attendant de s'entretuer à nouveau quelques jours plus tard. Le premier concours était une course de vitesse. Dans cette épreuve, Achille était tellement supérieur à tous les autres, grecs ou troyens, qu'on dut modifier les règlements pour tenter d'égaliser les chances. Tout d'abord, on imposa à Achille de courir revêtu de sa cuirasse et de son casque, cependant que les autres concurrents étaient presque nus. Mais, même avec ce handicap, Achille les dominait encore trop largement. On finit donc par autoriser tous les coureurs, sauf Achille, à faire la course à cheval. Il arriva alors parfois, mais rarement, que l'un des cavaliers devança Achille sur la ligne d'arrivée. Dans ce cas, l'ignoble Thersiste, qui nourrissait à l'égard d'Achille une jalousie tenace, couvrait celui-ci de sarcasmes et d'insultes. Achille, qui, comme tous les Grecs, considérait Thersiste comme un grossier personnage et un affreux roquet, ne répondait que par le mépris. Le second concours, de force pure, comportait d'une part une épreuve de lancer du poids, d'autre part une épreuve d'haltères. Hector et Ajax, les deux colosses troyens et grecs, en étaient toujours les finalistes, Hector gagnant généralement au lancer du poids et Ajax aux haltères. La troisième épreuve principale était le tir à l'arc, sur des cibles fixes ou sur des pigeons. En l'absence de Philoctète, abandonné sur son île, c'était généralement Paris qui l'emportait, mais il était serré de près par deux autres archers émérites. L'un troyen comme Paris s'appelait Pandarus, et l'autre, un roi grec, frère d'Ajax, s'appelait Teucer. L'un de ces concours de tir à l'arc fut particulièrement spectaculaire. La cible était une colombe, attachée par une cordelette au sommet d'un mât de 12 mètres, autour duquel elle voltigeait sans pouvoir s'enfuir. Le premier concurrent était le Troyen Pandarus. Il vise longuement et laisse partir sa flèche, qui manque la cible et vient se ficher, toute vibrante, dans la pointe du mât. Le second concurrent, le grec Teucer, fait mieux que Pandarus. Sa flèche frôle la colombe et coupe la cordelette à laquelle elle était attachée. L'oiseau en profite pour s'enfuir à tire-d'aile, et la foule éclate déjà en applaudissements lorsque Paris, le troisième concurrent, bande son arc précipitamment et tue la colombe en plein vol. Les plus fins tireurs du Far West, armés de leurs Colt ou de leurs Winchester, n'ont jamais fait mieux depuis. Pour tromper leur ennui, les Grecs et les Troyens pratiquaient aussi divers jeux de société. L'un d'entre eux, celui des échecs, fut même inventé, dit-on, pendant le siège de Troie par Palamède, cet astucieux roi grec dont le principal but dans l'existence était de montrer qu'il était aussi intelligent qu'Ulysse. Ayant fixé les principes généraux de ce nouveau jeu, il lance un défi à Ulysse. Celui-ci ne tarde pas à prendre l'avantage. Alors, pour se sauver d'une défaite imminente, Palamède se met à inventer, à chaque coup, de nouvelles règles qui l'avantagent et qui finissent par lui donner la victoire. C'est ce jour-là qu'Ulysse, qui n'avait déjà pas pardonné à Palamède de l'avoir forcé à participer à la guerre, jura qu'il se vengerait. Cependant, les rois grecs, éloignés de leur foyer
et privés de leurs épouses, trouvaient les soirées bien longues. Pour les distraire, et aussi parce qu'il adorait parler, Nestor eut l'idée de leur raconter chaque soir une histoire, à la fin du dîner qu'ils prenaient ensemble. Il s'agissait tantôt de légendes anciennes et fantastiques, tantôt d'aventures réelles auxquelles Nestor avait lui-même participé dans sa jeunesse. Le premier récit de Nestor fut la légende de Persée et de la Méduse. Il était une fois un roi d'Argos, nommé Acrisios, qui n'avait qu'une fille, appelée Danaé. Étant allé consulter un oracle pour savoir s'il aurait un jour des descendants mâles, Acrisios s'entendit répondre qu'il n'aurait pas de fils, et que, s'il avait un petit-fils, celui-ci le tuerait. Pour ne prendre aucun risque, Acrisios enferma sa fille, Danaé, dans une haute tour d'airain, ouverte sur le ciel, mais fermée sur le monde extérieur, par une porte unique, dont Acrisios gardait toujours la clé. Une fois par jour, il lui apportait ses repas, et, le reste du temps, il la laissait seule, à l'abri des regards de tous les êtres vivants, sauf des oiseaux. Un jour, l'aigle de Jupiter, volant au-dessus de la tour, aperçut Danaé, et fut frappé de sa beauté. Il alla rendre compte de sa découverte à Jupiter, qui se mit aussitôt en tête de faire la conquête de la belle captive. Comme il ne pouvait pas entrer dans la tour par la porte, il résolut d'y entrer par le ciel. Pour réaliser ce projet, il adopta l'apparence d'une pluie d'or, et c'est sous cette forme que, par une nuit d'été, il alla prodiguer ses caresses à Danaé. Quelques mois plus tard, Acrisios s'aperçut que sa fille était enceinte. Il la fit enfermer dans un tonneau qui fut jeté à la mer. Porté par les courants, le tonneau s'échoua sur une île. Danaé en sortit et donna le jour à un fils qu'elle appela Persée. Le roi de cette île, Polydecte, séduit par la beauté de Danaé, ne tarda pas à lui faire la cour. Mais, désireuse de se consacrer entièrement à son fils, elle repoussa longtemps les avances du roi. Ce n'est que le jour où Persée eut 16 ans qu'elle se sentit libérée de ses obligations maternelles et qu'elle accepta d'épouser Polydecte. Celui-ci organisa un grand repas de fiançailles, où furent invités de nombreux voisins. Chacun apporta un présent. Seul Persée, qui n'avait pas un sou, dut venir les mains vides. Il en fut si humilié qu'à la fin du repas, ayant bu plus que de raison, il offrit au roi d'aller chercher pour lui, n'importe où dans le monde, le cadeau le plus rare que Polydecte pouvait désirer. Polydecte vit dans cette proposition l'occasion de se débarrasser facilement d'un beau-fils importun. Il chargea Persée d'une mission, dont, pensait-il, le jeune homme ne reviendrait pas vivant. « Va me chercher, lui dit-il, la tête de Méduse. » La Méduse était l'une des 3 sœurs appelées les Gorgones. C'étaient des monstres affreux, au corps recouvert d'écailles de crocodile et à la tête hérissée de serpents. Leur visage était si hideux que quiconque le regardait était instantanément transformé en pierre. Des 3 Gorgones, 2 étaient immortelles. La 3e, la Méduse, ne l'était théoriquement pas, mais ses écailles et surtout son pouvoir pétrifiant la rendaient elle aussi pratiquement invulnérable. Dégrisé, Persée se rendit compte qu'il s'était avancé d'une manière bien imprudente. Non seulement il ignorait où se trouvait la Méduse, mais surtout, il n'avait pas la moindre idée de la manière dont il pourrait s'en approcher impunément pour la tuer. Heureusement pour Persée, son père Jupiter, le voyant dans l'embarras, résolut de l'aider. Il convoqua Mercure, son fils et messager attitré, et le pria d'aller trouver Persée sous un déguisement quelconque, pour lui donner quelques conseils. Alors que Persée, le front plissé et l'âme abattue,
errait dans la campagne sans but précis, il voit apparaître devant lui Mercure, qui a pris l'apparence d'un jeune berger. « Tu m'as l'air soucieux, lui dit celui-ci. Puis-je faire quelque chose pour toi ? » J'en doute, répond Persée. Je suis à la recherche des Gorgones, et personne ne semble savoir où elles demeurent. Je l'ignore aussi, répond le pseudo-berger. Mais je sais qui pourrait te renseigner. Il y a, très loin d'ici, vers le nord, une contrée où tout est gris. Dans ce pays vivent 3 sœurs qu'on appelle les Grées. Elles n'ont qu'un œil pour elles 3 et s'en servent à tour de rôle. Ce sont les seules personnes au monde qui puissent se flatter d'être aussi hideuses que les Gorgones. Elles organisent d'ailleurs, chaque année, un concours de laideur qui se tient alternativement chez les unes et chez les autres. Elles pourraient donc te dire où habite leur rival. Mais elles n'accepteront de parler que si tu les y forces, en t'emparant de leur œil unique. Si tu le désires, je peux te conduire chez les Grées. Après un long voyage, émaillé de multiples incidents, Mercure et Persée arrivent chez les Grées. « À toi de jouer, » dit alors Mercure à Persée, et il disparaît subitement. Dans un paysage gris, sous un ciel gris, les 3 sœurs, vêtues de gris, étaient accroupies et parlaient à voix basse. Même leurs paroles semblaient grises. À intervalles réguliers, l'une d'elles retirait de son front l'unique œil gris qui s'y trouvait et le passait à sa voisine. Caché derrière un arbre, Persée observe quelque temps leur manège. Tout à coup, au moment où l'une d'elles venait de retirer son œil et le tendait à sa sœur, Persée bondit et lui arrache l'œil de la main. « Je ne vous le rendrai, déclare-t-il, que si vous me dites où je peux trouver les Gorgones. » Les Grées sont bien forcés de lui fournir le renseignement qu'il exige. Mais, avant de leur rendre leur œil, il leur demande encore. « Comment pourrais-je distinguer la Méduse de ses 2 sœurs ?»« Rien de plus simple, » lui répond une Grée. « Les serpents qui forment la chevelure de la Méduse sont des vipères, alors que ceux de ses sœurs sont des couleuvres. Comme tu le sais sans doute, les vipères ont une tête triangulaire et les couleuvres une tête ovale. » « Mais, reprend Persée, comment pourrais-je me livrer à un examen approfondi de leur chevelure si un seul regard jeté sur les Gorgones suffit à pétrifier un homme ? » ?»« Cela, c'est ton affaire, » répondent les Grées. Persée se met en route, dans un état de profonde perplexité. Une nouvelle fois, c'est Jupiter qui vient à son aide. Il convoque sa fille, Minerve, et lui demande d'imaginer un plan pour Persée. Minerve réfléchit un instant et trouve une idée. Pour la réaliser, il lui faut certains accessoires qu'elle se procure auprès de divers dieux de l'Olympe. Quelques instants plus tard, elle apparaît devant Persée alors qu'il approche du repère des Gorgones. Elle n'a pas pris la peine de se déguiser. « Je suis Minerve, dit-elle, et je suis venue te donner les moyens de triompher de la Méduse. Voici les petites ailes de Mercure qu'il a bien voulu me prêter, elles te permettront de voler. Voici le casque de Pluton qui te rendra invincible. Voici l'épée de Mars qui est capable de percer les écailles les plus épaisses. Voici un sac à main de Junon. Il a la particularité de prendre de lui-même les dimensions des objets qu'on veut y mettre. Et voici enfin mon propre bouclier de bronze, poli comme un miroir, grâce auquel tu pourras observer les Gorgones sans avoir à les regarder en face. » Persée chausse les ailes de Mercure, coiffe le casque de Pluton, s'envole et prend de l'altitude. Il se déplace à reculons vers les Gorgones et exécute une délicate manœuvre d'approche en s'aidant du bouclier miroir dans lequel se reflètent clairement les silhouettes des 3 sœurs. Invisible pour elles, il prend tout son temps
pour repérer la méduse à l'aide du miroir de Minerve. Il lui plonge l'épée de Mars dans le dos et lui coupe la tête, qu'il introduit dans le sac de Junon. Il reprend alors son vol, toujours invisible, en direction de l'île où il a laissé sa mère et Polydecte. En chemin, Persée eut l'occasion à plusieurs reprises de vérifier les pouvoirs surnaturels de la tête de la méduse. Une première fois, elle lui servit à pétrifier un serpent gigantesque qui s'apprêtait à dévorer une jeune fille nommée Andromède, attachée à un rocher. Il délivra Andromède et en fit sa femme. Une autre fois, à la fin d'un banquet qui avait mal tourné, il se vit attaqué par plus de 100 convives, bien décidés à le mettre en pièces. Il n'eut que le temps de sortir la méduse de son sac, et la salle du banquet se trouva aussitôt transformée en une galerie de statues. Enfin, arrivé à son île, il invita perfidement Polydecte à ouvrir le sac de Junon pour y prendre son cadeau. Ce fut le dernier geste de Polydecte. Sa tâche accomplie, Persée put rendre à Minerve tous les accessoires qu'elle lui avait prêtés. Il lui fit en outre cadeau, en guise de remerciement, de la tête de la méduse, dont il n'était d'ailleurs pas mécontent de se débarrasser, car il craignait d'en être un jour lui-même par mégarde la victime. Minerve, reconnaissante, porte désormais toujours ce redoutable trophée sur son bouclier. Persée et Andromède vécurent longtemps et eurent de nombreux enfants. L'un d'entre eux devait être le père d'Alcmène et par conséquent le grand-père d'Hercule. La légende de Persée, que Nestor raconta d'une manière très détaillée, occupa les dîners des rois grecs pendant plus d'1 mois. Il faut croire qu'elle ne lassa pas leur attention, puisque, lorsqu'elle fut achevée, ils en réclamèrent une autre à Nestor. Ce fut celle de Bellérophon et de Pégase. Lorsque Persée avait coupé la tête de la méduse, quelques gouttes de sang de la Gorgone étaient tombées sur le sol. De ces gouttes naquit bientôt un cheval ailé, qui fut appelé Pégase. Neptune, qui avait la passion des chevaux, obtint des 2 Gorgones, survivantes, la permission de le prendre, et le mit au vert dans un de ses domaines. C'est là que quelques années plus tard, Bellérophon le trouva. La vie de Bellérophon n'est pas sans analogie, tout au moins dans ses débuts, avec celle d'Hercule. Comme le héros thébain, il était né des amours illégitimes d'une mortelle et d'un dieu, mais son père à lui était Neptune. Comme Hercule, il avait dans sa jeunesse commis un crime involontaire et fut condamné pour l'expier à se mettre au service d'un roi nommé Proétos et à exécuter les missions que celui-ci lui confierait. Mais contrairement à Hercule, Bellérophon ne brillait ni par la force ni par le courage. Il ne pouvait compter, pour s'acquitter de ses tâches, que sur la protection divine de son père. La première, et la plus difficile des missions que lui imposa Proétos, fut d'aller combattre la chimère. C'était un monstre bizarre, lion par devant, serpent par derrière, et chèvre entre les deux. Seul son tronçon central était vulnérable, et encore, à condition de le frapper de haut en bas, dans le morceau que les bouchers appellent la longe. Peu désireux d'affronter la chimère à la loyale, Bellérophon alla demander de l'aide à Neptune. Celui-ci fit cadeau à son fils du cheval ailé Pégase, ainsi que d'un mors en or permettant de le diriger. C'est ce que fit Bellérophon, traçant des cercles au-dessus du monstre. Il put, sans le moindre risque pour lui-même, le cribler de ses flèches, jusqu'à ce que l'une d'elles atteignît la partie sensible. Sa victoire sur la chimère fut le prototype de toutes celles qu'il remporta par la suite, pour le compte du roi Proétos, sur des adversaires nombreux et divers. C'est ainsi, par exemple, qu'il mit en déroute, à lui seul, la tribu entière des Amazones, sans même avoir besoin de tirer une flèche.
La seule vue d'un cavalier volant au-dessus d'elle les avait frappées de panique, comme eût pu le faire, en ces temps reculés, l'apparition d'un avion ou d'un hélicoptère. Grisé par ses succès faciles, Bellérophon ne mit bientôt plus de bornes à ses ambitions. Il conçut le projet, véritablement chimérique, de monter jusqu'à l'Olympe, pour y caracoler devant l'assemblée des dieux. Jupiter décida alors de mettre un terme à ses exploits. Au moment où Bellérophon allait atteindre l'Olympe, un taon, dépêché par Jupiter, piqua la croupe de Pégase. Le coursier divin fit une ruade et Bellérophon, désarçonné, s'écrasa au sol, après une chute de 2000 mètres. Après avoir triomphé de monstres et de géants, il était vaincu par une mouche. « Pour une fois, fit observer Ajax à Nestor, ton histoire n'est pas bien longue. »« Non, répondit Nestor, vexé, mais elle est instructive. »